Le régime de la clientèle, hérité de l'Empire romain, encourage le faible à se mettre sous la protection, main d'homme ou main pour, d'un puissant en échange de sa liberté ou de son indépendance. Ce procédé nommé recommandation exige du protégé qu'il serve son protecteur selon un contrat synalagmatique. Le père de famille protège ses fils de son médium jusqu'à leur entrée dans l'âge adulte. Les filles restent sous le médium de leur père jusqu'à leur mariage, transmettant au mari le devoir de protection. Contrairement au droit romain, qui impose au père de la mariée de verser une importante dot, le droit mérovingien prévoit que le plus gros transfert de biens se fasse du mari vers le père de la future épouse. Il prévoit également qu'un tiers des biens du marié, la tertia, un douaire, revienne à sa femme à son décès. Il ne s'agit pas d'acheter sa fiancée, cette somme scelle le lien entre les deux familles et marque le consentement du père. Administration du palais. L'administration du palais royal était confiée à des officiers palatins, fidèles et compagnons du roi, encore souvent laïcs, le référendaire, ou chancelier, chargé de superviser la rédaction et la conservation des actes officiels, le monétaire, chargé de la monnaie et des finances, Saint-Éloi assuma cette charge, le connétable, comme stabuli, ou maréchal, chargé des écuries royales, le comte du palais, chargé du tribunal du palais, qui traite les causes importantes remontant au roi, mais c'est surtout la charge de maire du palais, majordomu, sorte de premier ministre du roi, qui prit de l'importance, en raison de son rôle central au cœur des relations du pouvoir avec l'aristocratie. Cette importance est assumée par les Mérovingiens depuis l'édit de Clotaire II. Le palais accueille également en son sein la garde personnelle du roi, la truste, formée de ses guerriers les plus fidèles, entre Sion ou Leude, ainsi que les nutriti, littéralement nourris, autant de Dagobert, c'est-à-dire les enfants de grandes familles aristocratiques, envoyés à la cour du roi pour y être formés et, souvent, y occuper à terme une charge importante. Comte et évêque, le pouvoir local était conféré au comte, comme ou compagnon du roi, nommé par le roi et installé dans les grandes cités. Le comte dirigeait une circonscription constituée de plusieurs pagis, qui a donné pays, découpage hérité de l'Empire romain, et constituait un véritable relais du pouvoir. Ses fonctions étaient diverses, il convoquait les hommes libres pour l'armée royale, l'ost, levait certains impôts, et présidait le tribunal du comté, le malus, au nom du roi. La charge de comte était promise à un bel avenir. Elle survécut durant tout le Moyen-Âge et ses titulaires affirmèrent leur indépendance chaque fois que le pouvoir central défaillait. Ainsi, dès l'époque mérovingienne, certains comtes formèrent de véritables dynasties et devinrent incontrôlables, surtout dans les régions périphériques du royaume. Une partie de l'aristocratie du royaume constitua alors une noblesse héréditaire. À la fin du 7e siècle, le titre de duc des Francs, ou du Francorum, pouvait venir officialiser la domination d'un aristocrate sur un vaste territoire, plusieurs comtés ou une région entière comme l'Austrasie. Plusieurs Pipinides portèrent le titre de duc. Dans chaque cité, aux côtés des comtes, se trouvaient également les évêques, officiellement élus librement par leurs concitoyens, mais dont l'élection nécessitait, dans les faits, le consentement du roi. Outre leur compétence totale en matière de confection du droit de l'Église au sein de conciles, les évêques se voyaient confier d'importantes responsabilités civiles dans les cités dont ils avaient la charge. Ils constituaient un important maillon de l'administration du royaume mérovingien. Succession chez les Mérovingiens, lors du traité entre l'Empire romain et les Francs saliens, que dirigent des rois qui deviendront les Mérovingiens de l'historiographie, il est rappelé que la succession à la charge de général reste la prérogative du princeps romain. Rapidement, celui-ci n'est plus en mesure d'imposer ses choix. Il ne peut donc que les valider, à la demande du général, qui a pris le commandement après la mort de son prédécesseur. Dans les faits, le général, roi pour son peuple, est nommé selon les usages germaniques qui prévalent au sein de son peuple, et ce choix est validé par le princeps. Le royaume franc était considéré d'après la tradition germanique comme un bien patrimonial, c'est-à-dire que le royaume constituait le domaine familial du roi. Il n'y avait plus de distinction entre l'État, sa personne et son bien. Les victoires militaires aboutissaient donc à l'accroissement de la propriété familiale du roi. Ce partage était issu de la loi salique ou germanique.
Cette loi excluait les femmes de la succession tant qu'il restait des héritiers mâles. Ainsi, à la mort du roi, le royaume était divisé entre ses enfants de sexe masculin, même si une femme peut hériter d'un domaine en pleine possession et non simplement comme usufruitière. Le titre de roi des Francs, ou Rex Francorum en latin, est générique. Il se transmet du père au fils, d'une génération à l'autre, dans la même famille, celle des Mérovingiens. Il faut néanmoins savoir que l'expression loi salique désigne de réalités bien différentes. Dans le Haut Moyen-Âge, il s'agit d'un code de loi élaboré, selon les historiens, entre le début du IVe siècle et le VIe siècle pour le peuple des Francs dits saliens, dont Clovis fut l'un des premiers rois. Ce code, rédigé en latin, et comportant de forts emprunts au droit romain, établissait entre autres les règles à suivre en matière d'héritage à l'intérieur de ce peuple. Plusieurs siècles après Clovis, dans le courant du XIVe siècle, un article de ce code salique fut exhumé, isolé de son contexte, employé par les juristes de la dynastie royale des Valois pour justifier l'interdiction faite aux femmes de succéder au royaume de France directement issu de celui des Francs. À la fin de l'époque médiévale et à l'époque moderne, l'expression loi salique désigne donc les règles de succession au trône de France. Ces règles ont par ailleurs été imitées dans d'autres monarchies européennes. L'éviction des femmes du pouvoir, par cette loi rattachée à une tradition franque-mérovingienne puis carolingienne, a été célébrée ou critiquée dès le XIIIe siècle. Difficulté pratique. La première difficulté pratique était que le royaume devait être divisé équitablement. La mort du roi était suivie de nombreux pourparlers, afin de décider de quelle région allait hériter chaque fils. Ensuite, le partage du royaume faisait qu'il n'y avait plus un seul souverain à la tête d'un grand royaume, mais plusieurs souverains à la tête de plusieurs petits royaumes, ce qui affaiblissait considérablement le pouvoir de la dynastie franque. Cependant, le partage du royaume n'était pas aussi anarchique qu'on pourrait le croire. Bien qu'ayant chacun un bout de territoire franc, ils souhaitaient à tout préserver l'unité du royaume, unification politique des peuples de la Ligue franque, Chatte, Chamave, Tubante. En un seul peuple, celui des Francs. Chaque héritier était donc considéré comme Rex Francorum, c'est-à-dire roi des Francs. Le roi règne sur un peuple et non un territoire. Cette recherche d'unité était telle que les frontières ont toujours été très défendues contre les différentes tentatives d'invasion. Ainsi, bien que divisé, le royaume franc était toujours considéré comme une unité. Enfin, Paris, ancienne capitale sous Clovis, a perdu ce rôle pour devenir le symbole de l'unité du royaume, car elle était exclue des partages. Conséquence politique, plusieurs parties du territoire pouvaient être réunies par la force ou si l'un des frères mourait sans enfant. Le partage du royaume créa donc des conflits fratricides dictés par la convoitise, qui étaient généralement suivis par des meurtres en série ou des guerres entre royaumes frères. Fustel de Coulanges voit dans cette royauté mérovingienne un despotisme tempéré par l'assassinat. Prenons l'exemple de Clovis Ier, sa mort a été suivie du premier partage du royaume entre ses 4 fils, Théodoric, Clodomir, Childebert, Clotaire. Clodomir mourut lors d'une des nombreuses conquêtes qu'entreprirent les 4 frères. Les autres massacrèrent alors leurs neveux, pour écarter tout héritier sauf Saint-Cloud qui se fit tondre. La chevelure des rois mérovingiens était légendaire, ils tenaient leur force et leur charisme de leurs cheveux qu'ils laissaient longs. Théodoric mourut après avoir envahi la Thuringe. Ses successeurs le suivirent rapidement à la suite des guerres incessantes. Clotaire envahit le territoire de son frère aîné. Childebert mourut peu après son descendance. Clotaire réunifia donc entièrement le royaume franc. Mais ce fut à la mort de ce dernier que les choses se sont réellement envenimées. Clotaire mourut avec 4 héritiers, Caribert, Chilpéric, Gontran, Sigebert. Procéda donc à un second partage du royaume, qui fut suivi d'une longue saga familiale, tragique confrontant les familles de Sigebert et Chilpéric. Cette querelle familiale, largement alimentée par la haine entre leurs épouses respectives, Bruno et Frédégonde, tourna rapidement à la guerre civile, connue sous le nom de Fête royale.